Il s'assied au bord de l'aire de jeu, non pas parce qu'il est seul, mais parce que quelque chose d'autre se passe en lui. Les balançoires s'estompent à l'arrière-plan comme des planètes au ralenti. Les voix montent et descendent. Le monde est bruyant et agité. Et il écoute, non pour répondre, mais pour comprendre. Il y a toute une vie qui existe derrière son silence, une vie intérieure riche d'observations, de petits rituels, d'expériences privées et de questions solennelles que personne ne lui a posées. Les gens confondent le silence avec l'absence. Ils mesurent la présence au volume, à la rapidité des réponses, à la vitesse à laquelle quelqu'un peut performer sur demande. Mais l'enfant silencieux n'est pas vide. Il est profond. Il est un réservoir. De l'extérieur, le silence ressemble à de la distance. De l'intérieur, c'est une culture soigneuse. Et cette différence entre l'apparence et le ressenti est le commencement de tout ce que nous comprenons mal sur le fait d'être silencieux. Pourquoi un enfant choisit-il le silence? Parfois, c'est une question de tempérament. Certains enfants naissent avec un système nerveux qui préfère une stimulation faible. Ils trouvent le calme reposant. D'autres fois, le silence se développe comme une défense. Dans des foyers où s'exprimer attirait la critique, où l'émotion était inopportune, un jeune esprit a appris à s'apaiser en se retirant. Dans des salles de classe qui récompensent la vitesse et la participation, le silence est traité comme un défaut plutôt qu'un don. Pourtant, ni le tempérament ni la stratégie de survie ne racontent toute l'histoire. L'enfant silencieux contient souvent un paradoxe. Intensément social à sa manière, mais prudent dans les façons dont le reste du monde exige l'engagement social. L'enfant silencieux voit les schémas. Tandis que les autres se précipitent pour être entendus, il remarque qui est laissé de côté, les micro-moments de douleur. La façon dont le sourire d'un enseignant change quand quelqu'un rate une question. L'écoute est son artisanat. Il collectionne les impressions comme des pierres. Plus tard, ces pierres deviennent des métaphores, des phrases, des inventions, de la musique, la matière brute de la créativité. Pensez aux poètes et aux scientifiques qui ont commencé comme observateurs plutôt que comme bavards. Dans le silence, ils ont appris à accumuler les nuances. Dans le silence, ils ont testé les textures du monde avant de faire un mouvement. Et pourtant, le silence est fragile. Il vit dans une économie sociale qui valorise la performance et l'immédiateté. L'enfant silencieux intériorise souvent un message corrosif unique. Tu dois être plus bruyant pour être aimé. Alors il s'adapte. Certains masquent, apprenant à imiter les scripts extravertis qu'ils voient sur scène ou dans la vie. Le masquage est épuisant. Il rend l'intérieur plus froid. D'autres réagissent en se retirant davantage, convaincus que le monde ne ralentira jamais assez pour les rencontrer. Ce qui commence comme une stratégie de sécurité devient une négociation à vie entre soi et les attentes. Il y a aussi une subtilité morale ici. Les enfants silencieux sont souvent supposés bien élevés, obéissants, faciles. Les adultes se détendent, mais facile n'est pas synonyme de nourri. Un enfant qui ne demande pas d'attention peut ne pas en recevoir. Dans les écoles et les familles, l'attention est parfois allouée non par besoin, mais par volume. L'enfant qui crie son besoin l'obtient en premier. L'enfant qui murmure attend, ses longues attentes s'accumulent. Ce sont de petits débits sur le registre du cœur qui, avec le temps, se composent en une certaine entitlement au silence. Attendant moins, demandant moins, croyant que ses besoins sont optionnels. C'est là que la psychologie se replie sur elle-même. Le silence peut être une chapelle et une prison. La chapelle est l'endroit où la réflexion engendre la perspicacité. La prison est celle où l'effacement de soi devient une habitude. L'enfant silencieux apprend à interpréter sa propre voix comme risquée. Il répète les phrases qu'il souhaiterait pouvoir dire et décide de ne pas les dire. Il devient fluent dans l'excuse comme forme de protection préemptive. « Désolé, je ne veux pas déranger », avant même d'avoir parlé. Avec le temps, l'excuse devient une identité, une façon de survivre sous l'hypothèse que sa présence est une imposition. Et pourtant, il y a un pouvoir dans cette excuse. Les personnes silencieuses, quand elles parlent enfin, ont tendance à être entendues. Leurs mots sont comme des pièces datées.
Elles dépensent avec soin, et parce qu'elles sont rares, elles sont remarquées. Mais être remarqué ne se traduit pas automatiquement par être compris. Le langage de la personne silencieuse est souvent indirect, symbolique ou lent. La conversation moderne favorise la réplique immédiate, le commentaire vif. Quand quelqu'un offre une pensée lente et considérée, le groupe peut ne pas saisir le fil. L'enfant silencieux apprend alors à se compresser pour rendre ses mots plus petits, pour s'adapter au tempo du groupe. Ce qui pourrait nous aider à repenser cette dynamique est de considérer le silence non comme un problème à réparer, mais comme une qualité à respecter. Le silence est un mode d'engagement différent. Il n'est pas passif, il est patient. Il retient la précipitation du jugement. Il permet à la complexité de respirer. Imaginez un monde dans lequel nous valorisons le répondant lent autant que le rapide. Imaginez des réunions où les 10 premières secondes étaient intentionnellement laissées vides pour donner à l'esprit silencieux le temps d'articuler quelque chose d'original. La plupart de nos architectures sociales, salles de classe, bureaux ouverts, réunions d'équipe, sont conçues pour l'immédiateté, non pour la profondeur. L'enfant silencieux vit souvent dans un monde construit contre son rythme le plus naturel. Il y a une autre dimension que nous devons aborder, la douleur de l'inadéquation. L'enfant silencieux qui intériorise les messages devient aussi dur avec lui-même que le monde est silencieux envers lui. Il mesure sa valeur contre le bruit autour de lui et se trouve insuffisant. Il peut supposer que son introspection est un défaut, que ses longs silences sont un symptôme de brisure. À l'adolescence, alors que les pairs forment leur identité autour de la visibilité, des profils sur les réseaux sociaux, des likes, des shout-outs, l'adolescent silencieux peut se sentir de plus en plus décalé. L'intériorité qui autrefois semblait riche apparaît maintenant comme un handicap. Le moi caché commence à chercher la permission d'être vu. Une demande muette et douloureuse qui dit « Tu peux regarder, mais sais-tu ce que tu vois ?» Parfois, l'enfant silencieux devient un adulte qui exploite sa propre invisibilité. Il travaille en arrière-plan, prend des rôles de soutien et garde son ambition petite. Non parce qu'il manque de capacité, mais parce qu'on ne lui a jamais appris à occuper l'espace. Et pourtant, dans d'autres cas, la vie intérieure de l'enfant silencieux devient un carburant pour un leadership d'un autre genre. Il y a un leadership né de l'observation. Un leader qui écoute d'abord, qui modélise la patience, qui voit la personne timide dans la pièce et lui fait de la place. La capacité de la personne silencieuse à contenir la complexité peut devenir une ressource profonde dans toute communauté qui apprend à l'apprécier. Comment alors prendre soin de l'enfant silencieux? Le premier pas est de valider sans exiger de performance, d'accueillir les réponses lentes de l'enfant au lieu de remplir le silence à sa place. De poser des questions ouvertes qui lui permettent d'explorer plutôt que d'interroger, de lui donner des rôles qui nécessitent la contemplation plutôt que le spectacle. L'enregistreur d'idées, le curateur de projet, l'observateur qui dessine des cartes des dynamiques de groupe. Ces rôles ne le coincent pas dans une moindre socialité. Ils honorent sa modalité et lui donnent des voix pour contribuer de manière significative. Nous devons aussi enseigner à l'enfant silencieux des compétences de traduction, comment transformer sa riche vie intérieure en expressions accessibles quand nécessaire. Ce n'est pas forcer l'extraversion, c'est donner des outils, de petites répétitions avant les événements sociaux, des modèles pour commencer les conversations, des signaux qu'il peut utiliser quand il a besoin de temps pour formuler une réponse. Imaginez enseigner à un enfant à dire « je traite ». Donnez-moi 5 minutes, comme une partie normale de l'interaction sociale. Cette règle des 5 minutes transformerait la façon dont nous considérons le rythme de la pensée et de la parole. Il y a aussi une leçon philosophique ici. Dans une ère qui confond vitesse et sagesse, le silence est une correction. Il nous rappelle que la pensée n'est pas la parole et que l'écoute n'est pas le silence. L'enfant silencieux est une invitation à ralentir, à considérer, à remarquer. Sa présence pose une question plus profonde. Que signifie être pleinement présent sans dominer? Comment concevons-nous des sociétés qui récompensent la profondeur plutôt que le spectacle? Pourtant, rien de cela n'élimine les vraies vulnérabilités.
L'enfant silencieux est plus susceptible d'être négligé dans les évaluations, d'être écarté pour des rôles de leadership, d'être mal diagnostiqué comme désengagé. Les enjeux sont élevés. Sans intervention consciente, l'enfant silencieux peut adopter un récit d'invisibilité, une croyance que sa voix n'est pas nécessaire, et cette croyance, une fois en place, peut façonner une vie. Au bord de cette conversation se trouve une sorte de révolution silencieuse qui attend de se produire. Et si nous réimaginions les salles de classe, les lieux de travail et les familles pour que la voix silencieuse ait à la fois protection et projection? Et si le penseur lent avait la première chance de parler précisément parce qu'il en a le plus besoin? Que se passerait-il si notre défaut culturel était d'assumer la profondeur au lieu du drame? Ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des questions pratiques et les réponses façonnent des destins. L'enfant sous l'érable, celui qui regarde les balançoires et écoute le lent tambour du sens, peut être guidé vers une adulte qui reconnaît son don plutôt que de le punir. Il peut être enseigné à traduire, à s'affirmer doucement, à trouver des compagnons qui préfèrent les conversations qui se déploient et à habiter l'espace sans crier. Il y a un paradoxe qui revient comme une marée. Plus vous êtes silencieux, plus vous laissez de place aux autres pour être bruyants, mais plus le monde devient bruyant, plus le silence devient essentiel. La question n'est donc pas comment rendre le silencieux plus bruyant, c'est comment faire écouter le monde. Et cela a tout à voir avec repenser la valeur, l'attention et l'architecture même de nos espaces partagés. Si vous vous trouvez dans ce silence, sachez ceci. Votre silence n'est pas un déficit, c'est une force malléable. Il peut être armure, prison ou sanctuaire, selon la façon dont vous le traitez. Le chemin à suivre n'est pas d'effacer le silence, mais d'apprendre à le gérer, à le laisser être à la fois refuge et instrument, port sûr et haut-parleur quand nécessaire. Il y a une façon pour le silencieux d'enseigner au bruyant comment écouter, et pour le bruyant d'enseigner au silencieux comment être vu. Le pont entre ces modes est la pratique, la patience et la volonté de remodeler les attentes que nous héritons. Restez avec cette pensée un moment. Il y a plus à découvrir. Comment le silencieux se traduit en différents archétypes adultes, comment le silence intersecte avec la créativité et le leadership, et les rituels pratiques qu'une personne silencieuse peut adopter pour prospérer sans devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. Pourtant, il y a une lutte cachée à être le silencieux. Il est constamment sous-estimé. Les enseignants le négligent pour des rôles de leadership. Les amis oublient de l'inviter à des plans parce qu'ils supposent qu'il ne voudrait pas venir. Dans les conversations de groupe, ces idées sont ignorées jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise la même chose plus fort. Et soudain, c'est brillant. C'est une étrange forme d'invisibilité, une qui peut vous faire sentir à la fois présent et absent en même temps. Et pourtant, dans cette invisibilité, il y a de la liberté. L'enfant silencieux peut traverser la vie sans la performance constante dans laquelle les autres se sentent piégés. Il peut observer sans être observé. Il peut apprendre sans la pression de constamment se prouver. C'est pourquoi tant d'enfants silencieux développent des vies intérieures riches. Ils ont l'espace pour penser profondément, sentir profondément, rêver sans interruption. Mais voici le paradoxe. Le même silence qui le protège peut aussi l'isoler. Les gens peuvent confondre son immobilité avec du désintérêt, sa timidité avec de l'arrogance, ses limites avec des murs. Cette mauvaise lecture peut couper profondément, surtout quand vous voulez vous connecter, mais ne savez pas comment combler l'écart entre votre monde intérieur et le bruit extérieur. Et tant d'enfants silencieux vivent avec une douleur silencieuse, un désir que quelqu'un comprenne sans qu'ils aient à expliquer. Il y a aussi une raison pour laquelle tant d'enfants silencieux deviennent des penseurs, des écrivains, des artistes et des innovateurs. Ils ont passé des années à observer le monde sans y participer constamment, ce qui signifie qu'ils ont eu le temps de vraiment le comprendre. Ils savent comment les gens bougent quand ils pensent que personne ne regarde. Ils voient les failles dans les systèmes que tout le monde prend pour acquis. Ils reconnaissent les schémas avant qu'ils ne deviennent évidents. Et à leur manière, ils commencent à façonner le monde, non par le bruit, mais par la précision. Pourtant, le voyage de l'enfant silencieux n'est pas sans danger.
Le silence peut se transformer en effacement de soi s'il naît de la peur plutôt que du choix. Si on vous a dit assez souvent que votre voix ne compte pas, vous pourriez commencer à le croire. Si vous avez été rejeté à chaque fois que vous essayez de parler, vous pourriez arrêter d'essayer altogether. Et avec le temps, l'enfant silencieux pourrait commencer à cacher non seulement sa voix, mais des parties de lui-même. Mais la vérité est que le silence n'est pas être moins, c'est être plus observateur, plus réfléchi, plus délibéré. L'enfant silencieux n'a pas besoin de crier pour avoir un impact. Il n'a pas besoin d'être au centre de l'attention pour influencer la pièce. Parfois, la personne la plus puissante dans la pièce est celle qui ne se bat pas pour être entendue parce qu'elle sait que la vraie influence n'est pas une question de volume. C'est une question de présence. Et être que c'est le plus grand don de l'enfant silencieux. Tandis que le reste du monde est occupé à réagir, il est occupé à comprendre. Tandis que les autres parlent juste pour remplir le silence, il retient ses mots jusqu'à ce qu'ils comptent. Et dans un monde qui se noie dans le bruit, celui qui peut s'asseoir dans le calme et écouter est celui qui voit le plus clair. Parce que parfois, l'enfant silencieux ne fait pas que regarder le monde, il l'étudie. Et un jour, quand le moment sera venu, il parlera. Et le monde regrettera de ne pas avoir écouté plus tôt.